super. Bon, c'était bien. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes une voix qui porte au gouvernement. Ça fait un bout de temps, quelques jours, quelques semaines qu'on ne vous a pas entendu. Vous êtes, j'ajoute, en plus de vos fonctions ministérielles, chargée du débat d'idées au sein de La République En Marche. Oui. Hasard ou pas du calendrier, Marlène Schiappa, vous publiez au terme d'une semaine très tendue quand même autour de ce débat sur le voile, une charte de la laïcité que vous soumettez aux 1300 associations que vous subventionnez. Il était utile de clarifier quoi avec cette charte? Beaucoup de choses. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que la laïcité, c'est un principe philosophique, un principe politique et un principe juridique. Et donc, on peut débattre du principe philosophique et de l'approche politique de la laïcité, mais je crois que l'aspect juridique de la laïcité, il est partagé, il est le même pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'Observatoire de la laïcité, qui est un organisme rattaché au Premier ministre, qui a pour mission de conseiller le gouvernement, de nous écrire et de nous proposer une charte de la laïcité. Et je l'ai ensuite partagée avec la DILCRA, la Fondation Jean Jaurès, d'autres organismes qui ont des visions peut-être parfois un petit peu différentes de celles de l'Observatoire de la laïcité. Il y a eu une unanimité sur cette charte. Et donc l'idée, c'est de clarifier d'abord la défense de la laïcité, la défense des principes républicains par les associations. L'idée, c'est aussi d'outiller les représentants de l'État dans les territoires qui peuvent être confrontés à ces sujets-là. Et enfin, l'idée, c'est aussi de rassurer, parce qu'on a souvent des gens qui nous demandent est-ce que vous financez des associations communautaristes dans le champ des droits des femmes qui feraient la promotion d'une forme de relativisme culturel? Et la réponse est non. Et cette charte vient le clarifier. Est-ce que cette charte, par exemple, elle vous amènera éventuellement, parce que des associations refuseraient de la signer, de couper des vivres à certaines associations? Est-ce que ça va être le cas dans certains cas? J'essaye d'initier une démarche qui ne soit pas une démarche qui brusque. J'ai pris 1 an pour consulter tout le monde et donc je ne vais pas commencer avec des menaces. Je pense que s'il y a des questions, on dialoguera, on verra quels sont les points qui soulèvent des débats. Et c'est aussi le but de cette charte, c'est d'essayer de voir s'il y a véritablement au concret dans l'application de la laïcité des points qui soulèvent des débats ou non. Alors, des points qui soulèvent des débats, il y en a. On s'aperçoit dans le débat public, Marlène Schiappa, et politique, que faire barrage au prosélytisme, par exemple, ou à des manifestations de communautarisme évident, ça fait consensus. Ce qui est plus compliqué, finalement, c'est de définir communément ce qu'est la laïcité. On s'arrête sur le port des signes religieux. Par exemple, dans votre charte, est-ce qu'il y a une interdiction du port des signes religieux qui est faite aux associations? Alors, ce point est évoqué à l'article 7, mais d'abord, moi, je voudrais dire que la question du port du voile, puisque quand on dit signe religieux, très souvent, on parle du voile, la question du port du voile, de mon point de vue, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la laïcité. Bon, la laïcité, c'est un sujet qui me passionne de longue date. J'étais membre d'organisations laïques, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Laïcité. J'ai eu la chance de recevoir un prix laïcité de la part du Grand Orient de France. C'est vraiment un sujet d'engagement fort pour moi et pas un sujet d'opportunité politique. Mais sur cette question, nous, ce qu'on propose, c'est de dire que les associations pourront, dans leur règlement intérieur, réglementer et restreindre les ports. Donc vous le renvoyez au règlement intérieur, c'est ça, cette question-là? En fait, c'est pas qu'on renvoie, c'est que là encore, dans cette charte, on ne tranche pas des principes politiques ou philosophiques. On dit le droit. Et l'Observatoire de la laïcité dit le droit. Et le droit dit que vous pouvez restreindre le port de signes religieux de façon proportionnée. Et si Qu'est-ce que ça veut dire de façon proportionnée? De façon proportionnée. C'est-à-dire que vous encadrez l'interdiction en disant on peut interdire le voile dans votre règlement intérieur si c'est proportionné. Alors nous, on n'interdit rien. On traduit non, mais simplement. Vous dites vous pouvez le faire dans votre règlement intérieur. C'est pas nous qui le disons, c'est ce que dit le droit. Encore une fois, il y a un débat philosophique sur le sens du port du voile. Je veux bien avoir ce débat, mais d'autre part, cette charte, elle a pour but non pas d'imposer ma vision philosophique du voile, mais de redire le droit au nom de la République française. Et donc oui, de façon proportionnée, ça veut dire, est-ce qu'il est nécessaire de demander à quelqu'un d'enlever une croix autour du cou, une main de Fatma ou un petit signe religieux qui ne gêne pas l'exercice de ses fonctions? Je ne le crois pas. Maintenant, si par exemple, pour des raisons de sécurité, les bénévoles, qui ne sont pas des agents de service public, mais qui sont des bénévoles dans des associations, qui ne sont donc pas soumis à la loi sur la neutralité des agents de service public, doivent retirer des choses qui sont de nature à perturber la sécurité de l'exercice de leurs fonctions, ça peut être encadré dans le règlement intérieur. On voit bien que vous avez une approche très précautionneuse de cette question. Vous avez été la première membre du gouvernement à réagir, alors par tweet, lorsque l'élu RN, il y a exactement une semaine, a interpellé une femme voilée dans le cadre de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un tweet, la première phrase, c'était « C'est en humiliant les mères publiquement devant leurs enfants qu'on crée du communautarisme ». Vous avez eu un contact avec cette femme d'ailleurs ou pas? Pas du tout. Vous n'avez
pas souhaité avoir un contact avec elle. Non. Un débat enflammé s'est suivi, qui traduit sans doute un trouble au sein de la société. C'est incontestable. Faut-il interdire le voile lors des sorties scolaires ? Marlène Schiappa, quelle est votre position là-dessus ? Moi, ma position là-dessus, elle n'a pas changé et je la défends depuis de très nombreuses années. Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'interdire le voile par la loi pendant les sorties scolaires. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit souhaitable de faire la promotion du port du voile. Il peut y avoir plusieurs sens au port du voile. Il peut y avoir un sens religieux et ça peut être la manifestation d'une foi parce qu'une femme qui est musulmane a fait le choix dans le cadre de sa croyance de porter le voile. Il était rappelé hier que ça concerne environ 30% des femmes musulmanes en France. Ça peut aussi avoir un sens qui soit le sens d'un combat politique et qui soit lié à de l'islam politique. Ça peut être un outil, pour être clair, un outil de l'islam politique. Absolument, je le crois et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je l'ai dit quand il y a eu un débat autour de la nouvelle déléguée générale de l'UNEF, qui était une femme qui portait le voile. Moi, je crois que de façon générale, si on sort un peu du voile, parce qu'on est un peu obsédé par le voile quand même en France, mais si on sort un peu de la question du voile, ma conviction personnelle, en tant que militante et que personne qui défend la laïcité, c'est qu'il y a une séparation claire entre les églises et l'État et que la religion est quelque chose d'intime qui doit pouvoir se pratiquer en privé, qui doit pouvoir aussi s'exprimer, se pratiquer dans la sphère publique, parce que l'État est laïque, mais la société n'est pas laïque, mais qui n'est peut-être pas nécessaire d'en faire un combat. Et en matière... Pourquoi pas nécessaire ? Ce que j'entends, c'est que vous dites, le voile, ça peut être un outil politique pour l'islam. Bien sûr. Donc, ça peut être une porte d'entrée à la radicalisation. Ça n'est pas à chaque fois, mais ça traduire une radicalisation. Oui. C'est un signe religieux. Oui, la liberté est totale, la laïcité dans l'espace public. Alors la liberté n'est pas totale. La liberté n'est pas totale. On ne peut pas porter, par exemple, une burqa, un voile intégral, quelque chose qui cache le visage. C'est interdit par la loi. Les troubles à l'ordre public, il faut les signaler. Ça n'est pas respecté. Cette loi d'interdiction de la burqa, Marlène Schiappa, n'est pas respectée. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un scandale. Bien sûr, elle doit être respectée. Moi, vous savez, j'ai été élue locale. Mais pourquoi n'est-elle pas respectée ? On a peur ? Je sais pas, je vais vous dire, moi j'ai été élue locale en Sarthe et la première fois que je suis allée voir l'école primaire dont j'avais la responsabilité, la directrice d'école m'a dit, vous savez, dans cette école, il y a des petits garçons qui donnent pas la main aux petites filles. Jean-Michel Blanquer l'a dit, il a eu raison de le dire. Je crois que ça n'est pas en masquant la réalité qu'on l'a fait disparaître. Donc il existe en France des petits garçons... Ça vous fait peur de discriminer des petits garçons comme ça, de pointer du doigt des petits garçons qui refuseraient aussi peut-être par timidité, plus que par communautarisme. Est-ce qu'on peut considérer que les enseignants et les directeurs d'école ne sont pas entièrement stupides et qui ne vont pas aller signaler des petits garçons qui sont timides et qui ne veulent pas donner la main aux petites filles ? Donc vous dites, c'est un signal. Je termine là-dessus parce que ce sont des sujets très, très délicats et vous me disiez que j'étais précautionneuse et je le suis parce que je crois qu'il ne faut pas brusquer la société et je crois que tous les raccourcis des phrases qui sont prononcées ne servent pas le débat public. Donc ce que je dis, c'est que quand vous avez des signaux, par exemple une maman qui vient en burqa chercher ses enfants à la sortie de l'école et que manifestement le petit garçon refuse pour des motifs religieux de donner la main aux petites filles, ou que les petites filles, on refuse pour des motifs religieux qu'elles aillent à la piscine, qu'elles se mélangent avec les garçons, oui, ce sont des faisceaux d'indices concordants. Si on ne peut pas le dire, ça veut dire qu'on a perdu ce combat-là. Oui, mais ça, vous le dites, mais simplement, vous ne faites pas, au sens gouvernemental, respecter cette loi. Bien sûr que si, puisque Jean-Michel Blanquer a créé le Conseil des sages de la laïcité et a créé une antenne pour faire en sorte... Mais l'école a un rôle primordial. Et a créé une antenne pour faire en sorte que, justement, les personnels enseignants ne soient plus démunis et puissent se tourner vers une antenne qui puisse répondre à ces questions-là au quotidien. Le voile n'est pas souhaitable pour la société, dit Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous le diriez de la même façon, mot pour mot ? Je déteste cette manie, c'est pas du tout contre vous, mais de façon générale dans la société. Non, c'est pour comprendre votre position. Mais moi, je vous ai donné ma position. Sauf que votre position, vous l'avez dite, mais on n'a pas compris si vous partagiez vraiment cette phrase et si vous l'assumeriez comme Jean-Michel Blanquer le fait. Mais chacun a ses propres mots et chacun dit ses phrases. Vous dites vous-même, donc si on comprend, que le voile n'est pas souhaitable dans l'ensemble de la société française. C'est parce que je vous ai dit, puisque je vous ai dit précédemment que je n'étais pas pour l'interdiction du voile dans les sorties scolaires. Mais je pense que ce débat, plus que tout autre, il n'est pas pour ou contre, il n'est pas oui ou non, et il n'a pas à être manichéen. Il y a des sens différents dans le port du voile, il y a des contextes qui sont différents, et il y a des choses qui peuvent être pas souhaitables, mais pas interdites, et je pense que c'est ce que voulait dire Jean-Michel Blanquer, et chacun s'exprime comme il le peut. Je crois qu'à chaque fois que le débat d'idées devient un débat de personnes, c'est une défaite intellectuelle collective. Mais est-ce que vous comprenez, au-delà de ça, que ce « en même temps » puisse être perçu comme une forme de pusillanimité, de relativisme finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des Français qui sont troublés par le fait, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de voiles en France
qu'il y a quelques années. Et ils se disent, mais la République permet cela. C'est un accroc à ces valeurs fondamentales. Je crois que c'est pour ça que je distingue l'aspect juridique et l'aspect philosophique et politique. Parce que je crois qu'en fait, ce qui ne va pas dans ce débat, de mon humble avis, c'est que beaucoup de Français nous posent des questions philosophiques et politiques sur le sens du voile notamment, mais plus largement sur la laïcité, sur la place des religions dans la société. Sur la sécurité aussi. Sur la sécurité aussi, vous avez tout à fait raison. Pas tout à fait pareil. Nous sommes habitués à apporter à cela des réponses juridiques. Et je pense que la réponse juridique, c'est la première brique, mais qu'elle n'est pas suffisante et qu'il faut ensuite apporter une réponse politique et une réponse de sens. Mais ces sujets, ce sont des sujets qui sont passionnés parce que finalement, quand on parle de la laïcité, quand on parle des religions, on parle de nos convictions, de nos foi, de l'intime, de nos rapports à l'autre, de nos rapports à la société, de nos rapports à la mort. La religion, c'est aussi cela. L'athéisme, c'est aussi cela. Et je pense que évidemment, ce sont des sujets qui sont passionnés et qui méritent cette passion. Et qui font clivage au sein de votre majorité. On écoute Aurore Bergé, elle est prête à voter, elle serait prête à voter une éventuelle proposition de loi de la droite pour interdire lors des sorties scolaires. Si demain il y a une proposition de loi sur le sujet, je ne vais pas me dédire parce qu'elle viendrait des LR. Je vais assumer la position qui a toujours été la mienne. Vous disiez tout à l'heure que vous animez le débat d'idées dans le parti. Oui. Alors, très partagé entre Aurore Bergé, qui est prête à voter. Vous dites quoi, Aurore Bergé? Reviens chez nous, ne fais pas ça. Alors, d'abord, c'est passible de sanctions si elle le vote. D'abord, moi, je voudrais dire qu'Aurore Bergé, c'est la porte-parole de La République En Marche et c'est une excellente porte-parole. Et nous avons beaucoup de chance de la voir parce que c'est une porte-parole qui défend le gouvernement, qui défend la majorité et qui le fait avec beaucoup de cœur et avec beaucoup d'énergie. Et je voudrais ici saluer son travail, d'abord. Ensuite, sur ce sujet-là particulièrement, moi, je vous ai donné mon point de vue, ce n'est pas le même que celui d'Aurore Bergé. Est-ce que le parti majoritaire peut se permettre d'avoir des clivages aussi importants entre Aurore Bergé qui dit oui, il faut l'interdire, et Aurélien Taché qui dit non, surtout pas, c'est pas conforme à nos valeurs? Je pense, chacun des deux dit aussi beaucoup d'autres choses. Mais je pense que sur ce sujet-là, il faut vraiment travailler sur ce qui nous rassemble. C'est la raison pour laquelle Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, nous a confié à Laurent Saint-Martin et moi-même, qui sommes en charge d'animer le débat d'idées, une mission sur la laïcité qui vise à présenter ce qui sera la ligne de La République En Marche sur la laïcité. Nous n'allons pas la dicter à deux, nous allons la construire, la travailler avec des experts, avec tous les députés, tous les élus, tous les membres de La République En Marche, y compris sur les territoires, parce que ça ne doit pas rester un débat de bureau ou de plateau télé ou un débat parisien, soit un débat qui soit mené partout en France, parce qu'en Corse, il y a des gens qui ont des choses à dire sur ce sujet, en Sarthe, il y a des gens qui ont des choses à dire, dans les dom-toms également. J'entends ce que vous dites, mais vous pensez que dans une France dont on dit beaucoup qu'elle est de plus en plus menacée d'archipélisation, de fracturation. C'est rassurant d'avoir un parti majoritaire qui, dans le fond, dit bon, c'est pas grave, on a des positions contradictoires. Mais pardon, on n'est pas une secte, on est un mouvement politique. Il n'y a aucun mouvement politique actuellement en France qui soit pleinement en accord sur tous les sujets connexes à la question de la laïcité. Et je voudrais distinguer ici les sujets de laïcité d'une part, de communautarisme d'autre part, de radicalisation. Est-ce que vous répondez à l'angoisse des Français? Elle existe Nous devons actuellement... en ayant cette position, encore une fois, qui essaye de combiner... Nous devons y travailler. Je pense qu'au-delà de l'idéologie, ce qui intéresse les Français, c'est le travail qui est mené, notamment par Christophe Castaner et par Laurent Nunez, pour reconquérir mètre carré par mètre carré tout ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République dans un livre il y a de cela une quinzaine d'années. Et faire en sorte d'aller vers cette reconquête républicaine. C'est tout le travail du gouvernement. En dédoublant les classes de CP et de CE1, c'est ce que nous faisons. En assurant la sécurité dans les quartiers, c'est aussi ce que nous faisons. Est-ce que le président doit s'exprimer, justement, pour rassurer? Alors d'abord, le président s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet-là. Mais alors, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il doit faire un discours? Il a répondu, par exemple, à une question à chaud il y a 2 jours. C'est pas ce qu'on appelle une expression solennelle et je veux dire, dans la fonction de président de la République. Une adresse aux Français sur ces questions. Bien sûr, j'ai jamais fait partie des gens qui somment le président de s'exprimer sur quoi que ce soit. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous dites que ce serait utile pour apaiser le débat? Moi, je suis toujours ravie quand le président s'exprime. D'accord, mais maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des sujets, je pense, aussi d'intime conviction. Et donc, je trouve ça assez légitime que chacun puisse exprimer son intime conviction et ce qui guide sa ligne politique. Et jamais je ne dirai à telle ou telle personne, je ne suis pas d'accord avec vous et donc je souhaite que vous soyez exclus, que vous vous taisiez, etc. C'est ce qui fait la beauté du débat, c'est que nous avons des nuances. Et moi, je voudrais juste vous dire que j'ai organisé un événement pour l'anniversaire de la loi de 1905 l'année dernière dans mon ministère. Je fais venir 35 intervenants sur des positions très divergentes sur l'analyse de la loi de 1905 et sur l'analyse de l'état d'esprit d'Aristide Briand à ce moment-là. Et finalement, on a pu trouver beaucoup de lignes communes et je crois que ce qui nous rassemble est beaucoup plus grand que ce qui nous divise sur la laïcité dans ce pays. Éloge de la nuance. Marlène Schiappa, un mot. D'abord, c'est aujourd'hui la journée mondiale
de lutte contre la traite. Et notamment, on pense, c'est votre périmètre ministériel, la traite des femmes, des jeunes femmes. On en a beaucoup parlé d'ailleurs récemment lors de l'arrestation, puis le suicide par pendaison de Jeffrey Epstein, qui a donné lieu aussi à des investigations en France. Oui. Quel type d'initiative vous pouvez prendre à l'occasion de cette journée ? D'abord, vous avez raison de rappeler cette journée mondiale. Et aujourd'hui, nous allons présenter avec la mission interministérielle de protection des femmes le plan de lutte contre la traite des êtres humains ce matin. Et cet après-midi, je serai avec des grandes marques françaises qui décident de s'engager pour protéger les mannequins, puisque cette affaire Epstein, elle a mis au jour les conditions de travail parfois difficiles des mannequins. Et puis par ailleurs, je voudrais vous dire que j'ai demandé au préfet de Paris d'étudier la faisabilité ou l'infaisabilité de pouvoir réquisitionner par l'État l'appartement de Jeffrey Epstein dans le but de le transformer en l'appartement parisien. Absolument, l'appartement qui se trouve avenue Foch. La loi française, et notamment le Code de la construction et de l'habitation, prévoit qu'il est possible que l'État réquisitionne des logements vides. Et vous avez demandé au préfet ? Absolument. Vous lui avez écrit. Tout à fait. Pourquoi faire alors ? Eh bien, écoutez, en fait, si plusieurs circonstances et plusieurs conditions sont réunies, notamment le fait que ce soit une personne morale et pas une personne physique qui soit propriétaire de ce logement, notamment le fait qu'il soit inoccupé, inhabité en tout cas depuis plus d'1 an, eh bien l'État, d'après la loi française, est en mesure de pouvoir demander la réquisition de cet appartement, par exemple pour le transformer en foyer ou en centre d'accueil d'urgence pour des femmes victimes de violences. Et donc j'ai demandé au préfet de Paris d'étudier cette faisabilité. C'est symbolique, c'est chez Epstein évidemment, ça vous permet de lutter, d'offrir aux femmes un nouveau foyer. Mais il vous a répondu ? Pas encore, je lui ai adressé ce courrier il y a quelques jours. Moi, j'attends de voir si juridiquement c'est faisable. D'après les éléments que j'ai pu réunir depuis quelques mois, il me semble que juridiquement ça devrait pouvoir être faisable. Mais la procédure veut que ce soit le préfet qui puisse étudier et confirmer cela, notamment mener toutes les investigations nécessaires pour dire si l'appartement a été inhabité pendant 1 an ou pas. Mais je crois que oui, 1, c'est symbolique, et 2, avenue Foch, un appartement pour les femmes victimes de violences, nous saurons quoi en faire. De mémoire, 800 mètres carrés, hein, donc il y a de la place, 50 pièces, je crois. On peut loger des femmes. Marlène Schiappa, un mot pour finir des féminicides. Oui. Le chiffre de 121 a été publié. C'est plus 121 que le chiffre officiel pour l'année 2018. Oui. Le fait qu'on en parle, il n'y a jamais eu autant de visibilité sur ce drame absolu qui est que les femmes meurent sous le coup de leur conjoint. C'est un scandale inouï. Oui. Il y en a plus encore. Mais comment vous l'expliquez ? D'abord, sur ce chiffre, le ministre de l'Intérieur a dit que nous, le gouvernement, nous ne pouvions pas l'endosser. Il a été critiqué pour cela, mais vous savez qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs et donc que nous comptons, une fois que l'année est terminée et qu'il y a des premières enquêtes qui ont été établies. Mais peu importe, absolument, c'est là que j'ai envie de vous dire, peu importe sur le chiffre. Je suis désolée, c'est un échec quand même pour vous, ce chiffre. Moi, ce que je voudrais vous dire, mais bien sûr, mais ce chiffre, il ne bouge pas depuis des années. Ça fait des générations et des générations qu'on a entre 120 et 160 femmes tuées par leur conjoint, meurtre par conjoint en tout cas, chaque année. Comment expliquez-vous cet échec ? Indifféremment des politiques publiques menées par le gouvernement. Parce qu'il y a eu trop longtemps une tolérance sociale et législative. Mais nous agissons. C'est pour ça que nous avons lancé le Grenelle des violences conjugales qui est en train de se dérouler. Vous savez, le 3919, avant le Grenelle des violences conjugales, il y avait 8% de la population qui le connaissait. C'est un numéro de téléphone ? C'est un numéro de téléphone qui permet d'écouter et d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales et les témoins et leurs proches. Après le Grenelle des violences conjugales, c'est 59% de la population française qui maintenant connaît ce numéro et peut l'utiliser. Donc ce Grenelle des violences conjugales, c'est une mobilisation de toute la société, les associations, les entreprises, les magistrats, la police, la justice, des groupes de travail planchent en ce moment même. Le 29 octobre, ils présenteront leurs premières propositions et le 25 novembre, le gouvernement présentera les nouvelles mesures qui seront celles que nous mettrons en œuvre, en plus de celles déjà annoncées par le Premier ministre. En tout, ça représente sur 2020 un engagement pour l'égalité femmes-hommes de 1,116 milliard d'euros. C'est important aussi de le rappeler. Merci Marlène Schiappa d'avoir été ce matin sur LCI. Marlène Schiappa qui est donc contre l'interdiction du voile lors des sorties scolaires pour son caractère. Mais pas pour la promotion du voile. Mais pas pour la promotion du voile. Et c'est avec ces nuances dont elle a fait l'éloge qu'il va falloir, qu'elle veut travailler en tout cas avec les femmes. Voilà Pascal.